de Normandie, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais aujourd'hui, je suis roi anglo-normand. Je voudrais remercier ceux qui étaient là dès le début, dans les moments de doute, comme dans les moments de joie, et à tous mes compagnons qui ont cru en moi dès le début de cette aventure. Ah bon? Mais non, nous ne sommes pas là pour raconter des petites histoires chez les buveurs de thé avec des petits navires pendant que moi, Mathilde de Flandre, je venais de boucher d'une enfer. Je ne suis même pas encore arrivé au chapitre où je débarque et je gagne la forêt de Penvelse avec mes compagnons. La dédicace. Mais nous ne sommes pas là pour que vous signiez des parchemins à tout va à toutes les damoiselles qui rêvent de vous la nuit. Ah bon? Mais non. Nous sommes là pour que vous fiassiez l'inauguration de cette belle abbatiale. Vous êtes certaine? Ça a pas l'air bien avancé quand même. Mais elle est terminée depuis 1 an, alors s'il vous plaît, je vous en conjure, passons à l'inauguration. Mettez-la sous le patronage de Notre-Dame et faites votre discours. Les dossiers sur mon bureau, il devait y avoir Saint-Maurice. Il est où, l'archevêque de Rouen? Il est en retard. Il y a 2 moines qui se chamaillaient, il a bien fallu qu'il résolve l'affaire. Je suis le duc, je commence. Oui, vous êtes quand même le duc, allez-y. Ah, eh bien, nous allons dédicacer cette abbaye. Je vais remercier notre père, le créateur. Déjà, pour commencer. Et puis, honorer cette sublime abbaye, tour de force, qui renaît aujourd'hui de ses cendres. Belle, toute neuve. Elle a été construite en seulement, Mathilde, en seulement combien? Mais vous êtes pas croyable, hein? 46 ans. 46 ans. Voilà une prouesse technique. 46 ans. Le chantier avait commencé en Mathilde. Mais vous êtes sérieux, là? Mathilde. En 1020. 1020, 1066, 46 ans. Bon calcul, le duc. Vous avez vu? Demain, il y aura pour tout le monde. Et avec largesse, pour tout le monde. Vive le duc! Ça a été préparé par la duchesse. Et elle a vu l'arbre. Bravo! Oui. Vous savez que c'est dans vos bras que je m'en Bon, alors mon petit pinson, bonjour les enfants. Alors, à vous l'honneur. Contez-nous l'histoire de ces lieux. Avec plaisir. Alors, en pleine propagation de la religion chrétienne, on prêche auprès des populations pour montrer que notre grand Seigneur est le plus grand et le plus beau des seigneurs. Forcément, tout cela s'accompagne de l'édification de grands monastères, de belles églises, comme ici, à Jumièges. Oui, et 3 saints vont œuvrer afin de propager la religion. Nous avons Saint Vendry, qui va créer une abbaye non loin d'ici, à Fontenelle. Puis Saint Ouen, qui lui officiera vers Rouen. Et enfin, Saint Philibert, qui va créer Jumièges, ici, en 654. Il créera aussi Pavie et Montivilliers. Mais Jumièges est sa plus grande réussite. Dès la fondation, il y met 70 moines. Mais rendez-vous compte, 15 ans après, seulement 15 ans, ils sont déjà au nombre de 800. Au revoir, Robert. Ils seront bientôt même 900 avec 1500 serviteurs qui, travailleront exprès pour le monastère. Car les moines sont là pour les travaux intellectuels, mais ils ont évidemment tout un tas de personnes qui travaillent à défricher les champs pour construire, à ramasser les légumes au potager, les fruits au verger, à aller pêcher sur la Seine pour pouvoir manger ou encore récupérer la graisse des cétacés pour en faire de l'huile et s'éclairer. Bref, le monastère est florissant, il est magnifique, il est superbe. Les journées sont sereines, l'abbaye... Vous pensez à l'histoire du loup vert? Je la connais. Oh, vous me la raconterez ce soir, chouchou? Oui, je vous la raconterai ce soir. Et pourquoi, vous ne la raconteriez pas
À tous, aujourd'hui, maintenant. Vous croyez? Mais oui, allez-y, lancez-vous. Alors, figurez-vous que, comme l'a dit mon amour qui est ici présent, il y avait Jumièges qui avait des moines, et non loin d'ici, Pavie, où il y avait des moniales. Et figurez-vous que ces messieurs les moines n'avaient pas très envie de laver leur linge, comme d'habitude, et donc du coup, ce sont les moniales de Pavie qui devaient s'occuper de cette tâche, comme si les femmes n'avaient que ça à faire, entre nous, n'est-ce pas, messieurs? Oui, bah arrêtez de me regarder comme ça, je mets souvent le linge à sécher. Bah, C'est vrai. si souvent c'est 2 fois par an, alors oui, ça c'est vrai que c'est très fréquent, en effet. Mais excusez-moi, j'ai 2-3 choses à régler aussi entre deux. Ah bah c'est sûr que les loisirs, la guéguerre, ça permet pas tellement d'avoir le temps de passer le balai et de faire la cuisine. Et dimanche dernier, pour l'anniversaire de Richard, qui c'est qui a couru tout camp pour aller chercher un gâteau d'anniversaire et des bougies, parce que madame avait oublié, alors qu'elle avait invité 70 personnes. Ah bah excusez-moi, madame était trop occupée à préparer le banquet pour 150 convives, envoyer toutes les invitations, alors que vous aviez quoi à faire? Pensez au gâteau, le fraisier, je vous ai dit le fraisier, faut aller le chercher. Bon, arrêtez, vous me donnez un spectacle devant tout le monde. Continuez, l'histoire est Je ouverte. me donne un spectacle. C'est un âne, puisque les moines et les moniales ne pouvaient pas sortir, afin qu'ils fassent le chemin de Jumièges avec le linge sale jusqu'à Pavie, et vice-versa avec le linge propre. Mais un jour, l'abbesse de Pavie, Ostroberte, ne vit pas venir l'âne. Elle se demanda ce qui se passait, alors cette fois elle est sortie, elle est allée sur le chemin, et là, elle ne le trouva pas, elle trouva seulement un tas de lage ensanglanté. Elle comprit alors que l'âne avait été mangé par le loup. Le loup sentit une force en lui qui l'obligea à aller jusqu'au pied d'Ostroberte et lui dit: puisque tu as tué l'âne, fais-toi aujourd'hui et pour toujours qui portera le linge de Jumièges jusqu'à Pavie et de Pavie jusqu'à Jumièges. Eh oui, et le loup porta donc le linge de Pavie jusqu'à Jumièges. Mais il y a une autre version de la légende. C'est vrai. On raconte que ce n'est pas Ostroberte, mais Saint Philibert lui-même qui apprivoisa le loup et lui infligea la pénitence de ne plus jamais, au grand jamais, manger de viande. C'est ainsi que le loup ne mangea que de l'herbe, des feuilles ou des légumes. Il était devenu le loup vert. J'adore cette histoire, j'adore. Ah, quand même, on va pas faire l'impasse sur l'histoire, non? Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de tout raconter non plus, c'est pas faire une impasse de faire que la journée se passe bien. Bon, écoutez, messieurs, j'ai une idée. Allez-y. Mon chouchou, s'il vous plaît, Oui. faisons quelques pas, dirigeons-nous vers le cœur, puis nous verrons comment nous pouvons trouver solution afin de raconter la suite de l'histoire. Bon, très bien. Allons-y. Sur le chemin, mon époux et moi avons trouvé solution afin de savoir si, oui ou non, je raconterai l'histoire de ces ancêtres qui ont tout cassé. Cette solution. Attention, soyez forts. Préparez-vous. Accrochez-vous car nous allons nous défier au célèbre, mais cruel et terrifiant jeu de la barbichette. J'ai conquis un pays, j'ai coupé des centaines de têtes, je suis battu, à laisser des dégâts plus de domaine, et elle va me défier au jeu minable de la barbichette. Bon, Guigui. Je crois que ton innocence fait que je l'aime encore plus. Bon, Guigui. Attention, vous prêtes? Je te Tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira écoutera l'histoire. Et voilà comment on gagne une bataille. Oui, bon. En restant sérieux, du début jusqu'à la fin. Vous avez vu que j'ai gagné? Elle a une triomphe modeste. Allez-y, mamie. Eh bien, figurez-vous que tout se passait bien, jusqu'à ce que ces grands papis, comme je disais, viennent faire quelques troubles ici. Oui, enfin, rejetez pas la faute sur moi, parce que mes aïeux ont fait quelques bêtises, que ce soit les... C'est pas aux enfants de payer les erreurs des grands-parents. Mince alors. Mais c'est pas ce que j'ai dit, messire. Ah, un petit peu quand même. Et les gars, voilà quand même. Évidemment, vous avez tous vos copains, là. Oui, bah vous avez qu'à amener les vôtres. Ah, il n'y en a plus. Bon, allez-y, allez-y. Eh bien, figurez-vous qu'en 841, les ancêtres de Guigui sont partis du pôle Nord, presque. Au nord, pas des Inuits non plus. Oui, bon. On vient du Danemark, de Suède, de Norvège. Voilà. C'est ça, ils prennent leur dracar, ils traversent les mers du Nord et ils arrivent ici sur ces terres.
Et là, qu'est-ce qu'ils décident de faire? De dévaster, de piller tous les monastères. Voilà, comme ça. C'est pas si simple que ça. Ils ont cherché de l'or. Enfin, les Vikings cherchaient de l'or. Ils sont passés devant. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'or dans le monastère. Ici, ils priaient un dieu, c'était pas le nôtre, donc ça dérangeait pas. Et puis, ils avaient juste leur Bible pour se défendre. Alors, je crédite pas, mais enfin, faut se remettre dans le contexte. Il y avait une bonne affaire à faire, ils l'ont fait. Voilà. En attendant, ils arrivent ici à Juniège et qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent les moines, prennent le trésor et brûlent tout, il n'y a plus rien. Et à Saint-Vendry, eux, ils n'ont pas bougé, plus courageux, ils sont restés chez eux. Bon, c'est pas une question de courage, hein. Ah bon, c'est une question de quoi? Bah, c'est une question que Juniège était juste au bord de la Seine, donc c'était le premier monastère qui s'est pris vos attaques là, vos ancêtres à vous là, hein, en pleine figure. Saint-Vendry, ils étaient plus éloignés, alors ils ont eu le temps de payer des rançons, vous voyez. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose, ils ont payé cher, pardon, et pourtant, ils ont quand même dû s'enfuir, hein. Et ici à Juniège, pendant 10 ans, il n'y a pas eu une seule âme qui vivait grâce à qui? Au grand-papy. Oui, mais mes grands-papis, à la fin, ils sont quand même redevenus très très gentils, et tout le monde a pu se réinstaller, non? Non, c'est pas de la gentillesse, c'est de la politique. Ah oui, parce qu'en 911, bien longtemps après quand même, eh bien Rollon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité, oui, avec Charles V. Mais c'est vrai qu'il n'était pas compliqué, le bonhomme. Il portait bien son nom. Il est allé voir Rollon, il a dit, bon, Rollon, tu te convertis, je te donne le duché de Normandie. Alors Rollon, il a fait la bonne affaire aussi, il a accepté, il va nous là. Heureusement, au fur et à mesure du temps, comme ils se sont convertis à Dieu, ils ont reconstruit, puis construit encore, et on arrive donc rapidement, en effet, à 940, avec grand-papy Longuepé, qui remet ici le monastère, qui lui redonne tout son passe de 20 ans. En plus, comme on vous le disait tout à l'heure, en 1004, il y a Guillaume de Volpiano, grand ecclésiastique italien, qui vient ici, qui remet la communauté monastique au plus haut du plus haut, et on arrive rapidement, et bien, aujourd'hui, à cette belle dédicace. Vous êtes rattrapés. Oui, non, quand tu prends la parole comme ça, avec toutes ces dates, tout ce qu'il y a, c'est... Bon, pas vous? Moi, non, justement, ça m'émeut, moi. Hein, ça m'émeut. Hein, vous aussi, hein, les gars? Oui, alors, d'autant plus que... C'est vrai que je l'ai vu. D'autant plus que, après Volpiano, il y a quand même Robert Champard. L'abbé Robert Champard, lui, il a remis en route l'abbaye. Regardez-moi ce boulot, les garçons. Ça, c'est beau. Ça, c'est de la grandeur normande. Regardez-moi ces deux tours jumelles, identiques. Ah non, elles sont pas identiques en fait. 46 mètres. Ça, c'est oui, mais alors il y en a une qui est circulaire et l'autre qui est octogonale. Dans les plans, c'était comme ça? Oui, les bâtisseurs ont voulu montrer toute l'étendue de leur talent. Ah oui, ça loupe pas. Bah non. Tout ça avec de la belle pierre calcaire de nos falaises normandes. Quelle fierté. Et Chouchou, il n'y a pas que les tours qui sont superbes. Regarde l'élévation de la nef. 3 niveaux. Et pourtant, c'est du roman, mais pas n'importe lequel. Le roman normand. Magnifique, pas trop de fioritures, pas trop d'ornements. C'est pur, c'est beau. Quelques sculptures quand même au niveau des chapiteaux. C'est magnifique. C'est vrai que c'est sublime. Ah oui. De plus, 88 mètres sur le plan, 88 mètres de long, gigantesque. Alors que nos abbatiales normandes ne sont jamais aussi grandes. Jamais. Celle-ci est la plus précoce et la plus grande. Incroyable, non? Par contre, dans les plans, quand j'ai envoyé les fonds, il y avait quand même marqué qu'il y aurait une tour lanterne. Elle est où la tour lanterne? Oui, bah, c'est-à-dire Parce que moi j'ai payé pour la tour lanterne. C'est-à-dire qu'ils ont pris un peu de retard sur le chantier, 3 ans, ça va, c'est pas... Bon, ça va, c'est pas non plus... C'est vrai que oui. Une église sans tour lanterne, c'est un peu sombre, hein, quand même. Hop, on va faire une tour lanterne, comme ça, le cœur sera bien illuminé. Oui, et c'est en attendant qu'il y ait la tour lanterne qu'ils se sont dit pour avoir de la lumière, on va oublier de mettre le toit, parce que j'ai payé aussi pour le toit. Chouchou, je sais pas, moi, je sais pas quoi vous dire, ça, il n'est pas dit, j'avais même pas remarqué qu'il manquait le toit, alors comment voulez-vous que je vous dise? Ah, faut juste lever la tête, quoi. Oh, mais, chérie! Oui, quoi? Regarde donc ce qui est là! Oh, le joli piou-piou! Oh, qu'il est beau, l'oiseau! Et en plus, les couleurs? Oh, orangé et rouge. Les couleurs préférées. Comment ils ont deviné? Comment faire des rôles? C'est... Mathilde, c'est vous qui leur avez soufflé que c'était mes couleurs préférées? Donc c'est un plaisir, c'est ça? Bah, ils m'ont dit, dites-moi Mathilde, comment on peut faire plaisir au duc? J'ai dit, bah, c'est pas compliqué, hein. Oh non, c'est magnifique, j'adore. Oh là là. Vous savez ce que ça me rappelle? Non. Le sang, la guerre, le travail. Les passions, c'est vraiment les passions. Non, mais chouchou, je t'ai dit d'arrêter
arrêter de penser à ça. On est en week-end à Juillet, je sais pas, pour penser au travail. Le docteur te l'a dit, attention à ta tension là. Oui, bon, d'accord, ok. Surmenage, surmenage. Allez. Par contre, si t'es sage, Oui, bah des belles couleurs comme ça. oui. On a juste de l'autre côté là, tu veux voir? On va voir. Par contre, t'es sage. Oui, je suis sage, je vous le promets. C'est que tu vas juste réussir. Monsieur derrière toi avec une épée. T'as pris une photo? Ah non, c'est juste une dague. Ah oui, c'est... Ah, normalement, ils sont pas prêtés alors. Ceux qui a rajouté la fête. Mais c'est miséricordieux. On les empêche de souffrir. Avec plaisir, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Bon, ça va, tu t'es coupé la main gauche et t'es droitier. Tu veux encore d'où le salut des archers. Alors vous faites ça en Angleterre, c'est l'équivalent en France de ça. Et vous faites ça, c'est pas bien. Vous faites ça, alors là, le V de la victoire, pas quoi. Vous faites ça, si vous tombez sur un grand breton pas très aimable, il va vous en tourner une. C'est toujours une insurrection, c'est l'équivalent du bois de main. Et ça vient des archers qui, c'est donc pour se moquer. T'es blessé? Oui. Je m'occupe de tout. Non. Dis que tu vas mieux, dis que tu vas mieux. Oui, c'était pour se moquer, parce que en fait, quand ils allaient tirer dans les cavaliers, un cavalier pour faire, enfin les chevaliers, il fallait une quinzaine d'années pour qu'ils soient vraiment au top. Un archer, il faut 6 mois pour le former. Donc le bus, alors le bus ça coûtait cher, le cheval, l'armure et tout le bazar, il y avait un gars en face, son grand patron lui payait son arc, c'était chez tout, il n'avait plus qu'à... Donc c'était un peu vexant, il faisait exprès de faire ça, histoire de mettre un peu les autres en vrac, comme ça il chargeait dans le désordre, il n'y avait plus qu'à tirer. Eh oui. Par contre, l'inconvénient, s'il y en a qui repèrent tous les gars qui ont des siphons, s'amusent à les balancer. Là, il y a de la friture sur la ligne, le message indécodable. Tout à l'heure, ça vous brouille les coups. Ah oui. Alors là, vous avez les Mais ça peut pas faire peur. Bon, là, je sais pas la vitesse si tu veux. Les chevaux de guerre, ils ont l'habitude d'entendre les hennissements des autres chevaux. Les sabots qui trépignent partout. Les bruits de ferraille des gars qui se tapent dessus. Les cris des gars qui se tapent dessus. Bon, en plus, avec les enraînements qu'ils ont, s'ils commencent à faire de la contestation, tu fermes les mains et le biquet, il est cloué au sol. Hein. Donc c'est pour un truc comme ça qui va les faire grimper aux arbres. Je voudrais bien que cette de pluie veuille bien s'éloigner.
après faire nos propres vêtements, les propres ateliers, se renseigner sur les techniques. C'est vous qui faites tout là. Voilà, en général, ou si on ne peut pas faire nous-mêmes, on fait faire par les copains qui savent faire. Voilà. Mais chacun a sa spécialité. Voilà. Donc on a un copain dans l'association qui fait des meubles. Donc il fait par exemple la table, les tréteaux, une autre qui va faire de la couture, un autre qui va faire plutôt de la ferronnerie. Oui, vous n'avez pas d'autres prestataires, il faut que ça coûte. Généralement, voilà, on essaye de faire, généralement on peut s'échanger les services. Bon, après il y en a dans le métier réel. Voilà. Oui. Un petit peu leur expliquer comment c'était et d'effacer les préjugés qu'il y a. Au Moyen-Âge, ils étaient sales, au Moyen-Âge, ils s'habillaient bric et broc, au Moyen-Âge, ils n'étaient pas raffinés, etc. Alors que c'était une période très raffinée, très propre, très soignée. Donc, il y a eu un vrai retour en arrière après. Au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, il y a eu un gros retour. On a commencé à avoir peur de se laver, peur des maladies, alors que... D'accord, alors qu'à l'époque du Moyen-Âge, non? Voilà, au Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge est quand même grand, hein, ça a quand même duré 1000 ans. Oui. Mais sinon, non, on se lavait, on avait des savons, on avait des étuves, des bains publics. Des bains publics, on était très... Même le plus petit paysan se lavait et entretenait son corps. On avait toute une série de petits ustensiles pour nettoyer les ongles, les oreilles, les dents. Se gratter la langue. Se gratter la langue, voilà. Reproduire par les ateliers. En fait, j'avais demandé la reproduction d'Itucini par les ateliers de la papauté avant le tremblement de terre. Maintenant, les ateliers n'existent plus, donc j'ai détruit le tremblement de terre en Italie. Et du coup, j'ai fait reproduire le tissu à l'identique par rapport à une peinture d'époque pour avoir un tissu. Là, j'ai enlevé une partie de l'équipement parce que j'allais me changer en fait. C'est pour ça que j'avais une arrêt. J'attends que j'avais tout ça pour commencer à m'équiper tranquillement. Parce que l'armure elle est pas. Et après, je sais pas si je arrive ou on verra. Mais de toute façon, je vais commencer à me changer. Encore une fois, je sais pas. C'est ce qu'on appelle une aquamanie, là. Dedans, c'est tout parfumé, qui permet de se laver les mains aussi, et ça permet d'avoir directement une main parfumée avant de prendre les mains. Donc là, c'est vraiment le petit cabinet de toilette simple, à l'époque, la douche chaude n'existait pas. Là, ça permet, vous voyez, c'est les bascules. Ça permet de mettre de l'eau, alors que la douche chaude, tu la laver pas, et ça permet en fait d'avoir un récipient d'eau, se laver, d'éviter les récipients, et d'avoir tout le temps propre. Dans l'hôtel Ducal, vous avez le servant qui doit s'assurer en fait, que par exemple l'aquamanie est complète, que le lave-main est toujours propre. Éventuellement dans le lave-main on peut aussi mettre de l'eau parfumée. Ça dépend. Qui tient chaud, mais ça c'est du brocart de soie 100% soie, ça me tient pas plus chaud que ça quoi. Mais en fait après c'est la superposition des couches. Ouais. Parce que là vous voyez j'en ai déjà enlevé une assez épaisse, j'en ai encore une, plus une, plus une. Donc au final on a bien chaud. Votre manteau, qu'est-ce que c'est comme matière ou comme là, nom en général? Et ça, c'est ce qu'on appelle une houppelande. Une houppelande, oui, je connais le mot, voilà. Mais sans sache vraiment à quoi c'est. On appelle ça une houppelande, où le terme de robe aussi est utilisé. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre homme ou femme. Une robe peut être portée par un homme ou par une femme. La différence, ça va être la coupe, bien évidemment. Mais aussi dans les textes, on peut trouver le terme de houppelande ou de robe. Ce que je suis en train de retirer, c'est ce qu'on va appeler le doublet. Le doublet, c'est un peu l'équivalent de votre manteau, de votre pull, le pull moderne. Donc ça, c'est le petit vêtement qu'on va porter quand il ne fait pas ni trop chaud ni trop froid, qu'on est bien. On va mettre juste le petit doublet. Par exemple, quand je suis dans ma tente, je ne pourrais avoir que le doublet. En dessous, j'ai un gilet qui me permet en fait de maintenir mes choses. En fait, les petits cordons ici, qu'on appelle l'aiguillette. En fait, si je retire ça, bah, j'ai mon pantalon qui descend dans les glaces.
Bah là, ouais, du coup, ça s'est arrêté. Pas spécial. bah, nos amis qui viennent de Bretagne, eux ils viennent de Saint-Renan, donc vraiment à la pointe de Bretagne. Hier matin, ils sont partis sous un déluge énorme. Ils nous ont dit, c'est quand même bizarre. Non, mais allez-y, hein, en fait, je vais m'équiper en armure. Donc, c'est pas un problème. Disons que eux à l'époque ils n'avaient pas de problème du bitume et compagnie. Ah bah ça de ce côté-là, ils étaient tranquilles. Hein. Voilà, donc du coup on est obligé de composer un petit peu. Après si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, c'est pas parce que... Alors celle-ci a été réalisée par Georges Joyot, un batteur d'armure français, qui vit en Ariège, à côté de Troyes. Et c'est fait sur mesure. Oui, c'est ce qu'elle dit, c'est sur mesure. Ah oui, puisque là vous êtes sur ce qu'on appelle une armure d'épreuve, enfin, c'était le nom à l'époque qu'on leur donnait, c'était des armures en acier trempé. C'est le haut de gamme des armures. C'est vraiment réservé à une noblesse, à l'élite, Oui, bah, parce que c'est une armure qui valent très cher à l'époque. Vous donnez une idée, une armure comme ça à l'époque, c'est comme si aujourd'hui vous achetiez une Lamborghini ou une Ferrari. Ah oui, une d'accord. voiture à pas loin de 200 000 €. Donc à l'époque, le duc de Bretagne en possédait deux, Louis XI en possédait deux, et il n'y avait que Bourgogne qui en possédait trois. Donc c'est réservé vraiment à Va marcher pour cet hiver, mais on va s'y remettre. Donc ce que je suis en train de mettre, le beau vêtement complètement craqué, tout pourri, hein, le côté du cal, on ne voit plus trop là, absolument. C'est ce qu'on appelle le pourpoint armé. En fait, c'est sur ce vêtement qu'on va venir fixer les différents éléments de l'armure de métal. Parce que quand je serai entièrement équipé, j'ai 22,5 kg sur le dos. La différence, c'est qu'en fait, le poids est réparti sur tout le corps. Parce qu'en fait, tous les petits cordons ou les trous que vous voyez ici vont permettre de venir fixer les pièces. Ici, vous avez mes bras qui vont être fixés. Là-haut, je vais avoir mes épaulières. L'armure, en fait, sert ici au niveau du nombril, on va dire, pour faire simple, et au niveau des épaules. Donc, ça va me permettre de répartir la totalité du poids de l'armure. Pour vous donner une petite comparaison, le poids de l'armure de guerre, c'est entre 22 à 25 kg. Les militaires, aujourd'hui, quand ils sont en opération extérieure, ils ont une trentaine de kilos. Donc, aujourd'hui, nos militaires portent plus d'équipement que les armures d'époque. Après, ce que vous allez pouvoir entendre sur d'autres camps à côté de nos camarades, c'est qu'ils vont peut-être vous dire qu'eux, ils portent éventuellement une trentaine ou une quarantaine de kilos. Ce qui va faire cette différence énorme de poids, c'est qu'ils sont en général sur des armures qui sont aujourd'hui battues à froid, enfin du métal battu à froid, et du coup des plaques de métal qui ont quasiment 2 mm d'épaisseur. La mienne, au maximum, j'ai 1 mm à 1,2 mm d'épaisseur sur les points les plus critiques. Du coup, au niveau du poids, entre 1 mm et 2 mm, c'est quasiment x2. Et eux sont en général dans ce qu'on appelle en acier doux, donc éventuellement qui est frappé à froid ou à chaud, mais sans process de trempe. Et du coup, leurs armures sont moins résistantes que celles-ci. La différence, c'est le coût. C'est-à-dire que rien que la pièce qui est présente devant vous peut valoir le prix d'une armure complète, une jambe, casse, bras, tout la totale, chez les batteurs d'armure qui travaillent. Parce que ici, ce qui coûte très cher sur ces armures-là, c'est le fameux process de la trempe, le métal trempé. Peu de batteurs d'armure la maîtrisent, et encore, sur celle-ci, encore moins, dans le sens où le batteur d'armure travaille comme à l'époque, il n'a pas de machine mécanique. Il travaille au marteau et à la forge à charbon, uniquement. Donc une armure, pour lui, de produire une armure comme ça, c'est quasiment entre 3 semaines de travail. Et le travail en faisant quasiment 10 heures par jour. Et c'est aussi, à l'époque comme aujourd'hui, c'est un savoir qui se paye, parce qu'il faut être capable de maîtriser le métal en lui-même. À l'époque, un batteur d'armure capable de travailler l'acier trempé se payait très cher, parce que c'était très commun. Et du coup, en général, on ne les appelait plus des batteurs, mais des maîtres batteurs. Souvent, c'était des personnes qui ne travaillaient plus, ou qui tenaient une forge avec éventuellement 5, 6, 10, 15 ouvriers, et eux ne travaillaient que ces armures, qui étaient des armures d'exception. Pipi, j'ai déjà fait. Popo, bah vous attendez. Ouais, mon écuyer s'est barré dans l'autre troupe. Alors, du coup, je m'ai barré dans. Si, en fait, après, ils vont venir m'aider. Mais là, dans l'immédiat, j'ai pas besoin de main, j'ai pas besoin d'un coup de main, parce que les gens, je les mets tout seuls. Après, c'est pour la partie, quand on arrive sur la partie haute de l'armure, là, oui, j'ai besoin. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'appelle, la jolie boîte que je suis en train de mettre? Presque. Ah, donc personne
Yeah! En général, il y en a toujours qui ont un petit peu en se bête et qui ont triché parce qu'ils ont entendu des explications plus loin. Mais bon, ça me rassure. Donc, ça s'appelle une grève. C'est pas comme les grèves SNCF. Non, pas d'amalgame. Non, c'est une grève. La différence de celle-ci, c'est qu'elle est ce qu'on appelle intégrale. Je suis entièrement enfermé dans la jambe. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une armure de cavalier. Donc en fait, quand je suis à cheval, c'est une des parties qui est extrêmement exposée. En gros, je vais avoir quasiment, je dirais, le mollet à portée des adversaires. Du coup, les cavaliers vont avoir la grève, enfin le mollet et le tibia entièrement enfermés. Les simples hommes d'armes ou ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ce type de pièces vont avoir que la partie devant pour protéger en fait juste le tibia. Ces pièces-là, pour les batteurs d'armure, c'est l'enfer atomique. Pour une raison simple, c'est qu'il faut faire un moulage du muscle lorsqu'on contracte le muscle. Donc c'est-à-dire que moi j'ai dû faire un moulage en plâtre et j'ai dû garder la jambe contractée pendant quasiment 1h30 pour que le plâtre sèche et que en fait la forme à l'intérieur ne bouge pas. C'est génial, j'adorais. Et en plus c'est très bête puisque j'étais pas très malin à l'époque, j'ai fait les deux en même temps. Donc j'ai fait comme ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de contracter le muscle? Parce que bon, pour ceux qui font pas mal de sport, si vous contractez, en fait vous faites gonfler le muscle de l'arrière. Si vous le faites non contracté, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le batteur d'armure va faire l'attaque impeccable. Sauf que quand vous allez commencer à faire un effort, votre muscle va se contracter et vu que je suis là en gros j'ai à peine 2 à 3 mm des angles dans la pièce. Donc si jamais je n'avais pas contracté le muscle, je ne pouvais pas le faire en effort et du coup vous avez une magnifique crampe qui arrive. Donc quand vous avez une crampe et que vous avez 60 mètres qui arrivent devant qui eux n'en ont pas, et j'aurais peut-être dû réfléchir le jour où j'ai fait mon moulage. Pourquoi est-ce que c'est la galère? Parce qu'en plus celles-ci sont en acier trempé. Pour ceux qui connaissent un peu le travail du métal, quand on va faire la trempe du métal, il va rétrécir. Du coup, c'est-à-dire que le batteur d'armure, quand il la réalise, doit être capable d'estimer la réduction du métal pour qu'une fois la pièce finie, on soit aux dimensions finales. Donc c'est des pièces en général que les batteurs d'armure, enfin seuls les très bons batteurs d'armure acceptent de les faire, et celle-ci, il les a quand même recommencé 3 fois. Parce qu'en fait, une première fois, bon, bah, on pouvait mettre, je pouvais passer un doigt tranquille derrière. La deuxième fois, inversement, je ne pouvais plus la fermer. Et la troisième, alléluia, c'était la bonne. Donc là, on va passer à la partie un peu plus haute. Le harnois de jambe qui vient se mettre ici. On vient via la courroie qui est ici, et j'ai une petite attache qui est derrière. Vous voyez là, ou ici pour les autres. Je viens en fait solidariser la jambe avec la grève. Donc pareil, plus de point d'entrée, donc protection parfaite au niveau de ma jambe d'armure. Non, on ne fait pas la bagarre tout de suite, on la fera après, mais il faut d'abord s'équiper. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, tous ces jolis petits cordons rouges vont venir en fait se fixer sur les différents trous que j'ai sur le pourpoint armé. Pourquoi est-ce que j'ai énormément de trous? Ça me permet de pouvoir régler ma jambe comme moi je le veux. C'est pour ça que là en fait je le fais tout seul, parce que c'est extrêmement important d'avoir les jambes parfaitement bien réglées. Parce que si jamais vous avez le genou ici qui pivote légèrement, vous ne plierez plus le genou. S'il descend, vous ne plierez plus le genou. S'il est trop haut, bah merci pas, c'est bien. Donc en fait les jambes d'armure je les règle tout seul, ça me permet d'être sûr d'avoir la mobilité parfaite sur la pièce. Et comme je vous disais, quand vous équipez en armure, vous mettre à aller aux toilettes avant, puisque pour m'équiper en armure, il me faut en gros une trentaine de minutes. Quoi, enfin là beaucoup plus longtemps, parce que du coup on discute en même temps. Si vous avez des questions, allez-y, hein, c'est juste qu'en même temps je regarde ce que je fais, mais je peux répondre aux questions en même temps. C'est pour le seul reste en fait un gisant qui permet d'avoir vraiment l'armure telle qu'elle est. On est sur une armure très haut de gamme. La particularité de celle-ci, ça va être le système d'articulation. C'est la seule armure qu'on a retrouvée aujourd'hui qui possède autant de plaques d'articulation ici, au niveau des genoux. J'ai le cuisseau, 1, 2, celle-là on la compte pas parce que toutes les armures la possèdent. 3, 4, 5, 6. J'ai 6 plaques qui me permettent d'articuler. Donc en gros, mon genou, je peux le plier 100%. Et même s'il y en a qui sont vraiment très souples, vous pourriez plier votre jambe comme ça. Bon, personnellement, ça commence à être un peu... Hein. Ou si vous êtes vraiment très balèze, ou alors vous avez un petit problème, vous pouvez aussi le plier dans l'autre sens. Mais là, si vous êtes dans ce sens-là, allez voir un médecin, c'est qu'il y a un petit problème technique. Et en fait, c'est la seule armure qu'on a aujourd'hui qui a une articulation aussi mobile et aussi parfaite. C'est un peu pour ça que je veux dire ça. Ce que je suis en train de mettre en place, ce sont des courroies qui vont pas retenir, enfin, elles ne retiennent pas l'armure de haut en bas. Elles vont éviter en fait que la plaque se
désolidarise de ma cuisse, permettant en fait d'avoir vraiment la plaque bien plaquée sur ma cuisse, pour une raison simple, c'est qu'en fait si la plaque était trop large, par exemple, mal ajustée, possiblement le moindre coup pourrait, enfin un coup assez fort entre guillemets, pourrait la déformer. L'avantage de l'avoir plaqué contre ma cuisse, c'est que ma cuisse derrière va faire entre guillemets office de rembourrage. Après, majoritairement, les blessures qu'on va trouver sur les porteurs de jambes d'armure ne sont pas des coupures, mais en fait ce sont des fractures internes. Si vous n'avez pas de rembourrage ici, si vous portez un coup vraiment très fort, le métal va arrêter le tranchant de la lame, par contre il ne va pas arrêter le nombre de chocs produits par l'impact. Donc éventuellement vous allez avoir un joli petit bleu en dessous, et si l'impact est vraiment très violent, vous pouvez avoir en fait un os qui va se fissurer, pas se briser mais se fissurer. Après c'est très rare parce que si vous regardez ici, j'ai pris un impact qui est assez monstrueux, en fait j'ai pris une estoc de lance à la fameuse bataille de Tewkesbury. J'ai la jambe qui est partie derrière, du coup j'ai fait bisous au sol en 2 secondes. Et malgré ça en fait j'ai juste eu un peu, j'ai rien eu, j'ai pas eu de, j'avais mal à la cuisse, bon je suis quand même allé passer la radio par sécurité, et au final j'ai juste eu un peu, il n'y avait rien de... Donc vous voyez que l'armure a quand même été déformée, donc les fractures qu'on a retrouvées sur les morts sur les champs de bataille, hein, on pense qu'à mon avis l'impact était quand même assez violent pour arriver à créer une fissure sur l'os. Donc on a mis une, on met la deuxième, c'est bon. Après c'est toujours pareil, mieux, enfin moi je préfère prendre mon temps pour être sûr que l'armure soit ajustée, bien équipée, bien placée, parce que sinon après possiblement c'est une fois que vous allez être équipé sur le champ de bataille, vous aurez peut-être un petit problème, et puis une fois que vous avez tout au-dessus, vous n'allez pas dire hey, l'écuyer tu peux revenir avec la jambe d'armure, avec ses délassants qui est en dessous, avec tout le harnois qui est au-dessus, le mec il dit bah, à la bataille puis on se retrouve après quoi. En général une fois que l'armure est réglée, elle est réglée, on n'y retouche plus. Oui, il faut son petit confort quand même. Hop là. Et donc là, c'est génial, c'est que ça s'arrête là, parce que le reste, je ne peux pas le faire tout seul. Tiens, regarde, j'y arrive sans problème. C'est juste qu'il faut apprendre à bouger en armure. Tu vas pas bouger tout à fait pareil en armure que sans l'armure, tout simplement. Et là, il faut que je voir si mes camarades sont dispo. Quand je serai entièrement équipé, j'aurai 22 kg 500. D'ailleurs, un peu trop d'ailleurs. On monte à cheval, on fait un peu tout avec. Par contre, après je te laisserai mon téléphone, parce que la tête Jules qui va appeler. Je pense que je vais faire derrière. Tu sais beaucoup ou pas? Vas-y quand même, parce que sinon, il n'y a pas d'armure et tout. On va mettre en mode shoot. T'as besoin qu'on soit deux ou... Ouais, au cas où, c'est un peut-être lui, bah limite, attends, donne le style pour que ça démonte l'armure. Moi je peux mettre. Donc ça c'est la mangeoire, très sympa, vous allez comprendre pourquoi. À fond. C'est bien que ça tienne quand même. Hein. Ouais. Hop là, voilà, c'est bon là? La mangeoire, parce qu'en fait là c'est en mode ouvert. En mode ouvert. En mode fermé. En fait, il y a un système d'acier ressort qui est à l'intérieur. Là, il y a un petit cliquis qui va apparaître. Ah oui. Ici. Donc là, en fait, ce cliquis avec un acier ressort qui est dedans est rentré. Et en fait, pour la déverrouiller, j'appuie juste là. Et j'appuie avec le bon menton et ça descend naturellement. Ça me permet d'être capable de le faire tout seul sur un champ de bataille si je veux respirer. Heureusement, c'est bon. La brassière? Alors en fait non, parce qu'il y a des gros amalgames qui ont été faits, les carapaçons, ce qu'on appelle les carapaçons à l'époque, ce n'est pas une armure pour un cheval, c'est plus en fait un housson, c'est juste une grosse pièce de tissu qui recouvre le cheval avec les armoiries du seigneur. Ah ouais, mais on n'a pas... Non, là il n'y a pas besoin de la pièce là. Il n'y a pas d'armure, les chevaux ne sont pas équipés d'armure en métal. Les armures en métal vont arriver sur le 16e siècle. Je suis sur la marque, hein. Je peux pas... Ouais non, c'est au milieu, c'est le fond du milieu. C'est là où il y a la marque d'usure. Ah ouais, c'est en train de me dire, c'est bizarre, le truc il compresse vachement. C'est bon? Ah ouais. Ah, déjà c'est à faire le refaire l'impôt parce que ça arrache. En fait le gorgerin normalement doit être au-dessus de l'armure, sauf que pour les questions de mobilité ou autre, je le passe en dessous en mode shoot. Donc en fait ça me permet de pouvoir réceptionner une charge à la lance. Il y a pour attendre le repris pour la faire. Je vais pas signer lourd.
Et derrière, ça doit être pareil, peut-être. Voilà, ce qu'il faut, c'est regarder l'emboîtement, que cette partie-là soit bien, enfin que tout ce morceau-là soit bien en dessous, que ça se mélange pas, sinon en fait ça va faire clic. Et vous pourrez pas fermer l'armure. Ça se mélange pas. Ah, excuse-moi. Alors attends, là t'es passé sous. C'est toutes ces plaques-là au-dessus des plaques de derrière. Voilà. Là, les 3 kilos en plus que j'ai pris, ils vont les sentir. Ah oui, c'est ça. Moi je sens. Ah bah écoute, hein, chacun son petit problème. On est pas dessus. Non, là vous avez pris quelque chose, je sens qu'ici ça doit pincer. C'est la bande de cuir à la con du double armé qui. Ok, vas-y. Ouais, là c'est bon. Donc celle de derrière. Non. Je sais, ma femme me dit souvent. Les travaux sont finis. Bon, du coup, on fait plus de sport. Tu peux les tenir dedans? Hein? Là, c'est les canons qui font boum boum. Vas-y, fais-lui un gros câlin. C'est bon, j'ai le premier. Je vous aime beaucoup maintenant. Ah oui, moi aussi. Mais là, si je fais un câlin, tu vas avoir un peu mal. Alors attends, vas-y, relâche-le. Ouais, mais bon, c'était peut-être avant les 3 kilos plus. Alors non. Oh, la vanne. Alors les bras, ouais, vous avez jamais enfilé. Alors ça, ça va être assez rigolo aussi. C'est non, ton doublé. Non, le doublet, ouais, il commence à mourir tout doucement. T'as rien dit pour la tête? Si, mon casque, mais en général, on le met en dernier. Là, c'est pour faire une jolie cocotte minute, il n'y a rien de mieux. Tu les montes sur quel... Il y a les 3 attaches à mettre. Les 3, d'accord. Alors attends. Faut les monter au maximum. De toute façon, je vais devoir arquer le bras. J'ai plié le bras pour les caler. Non, faut fermer ça avant. Non, mais je les ferme pas, je passe. Ah oui. On passe juste parce qu'après, il y aura plus de jeu. Yes. Alors pareil, les bras, c'est des pièces qui doivent être réglées vraiment au poil. Parce que sinon, mes articulations du coude ne se retrouvent plus en face. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça, il faut le plier. En fait, cette plaque-là, il va falloir la forcer en dessous, à l'intérieur. Elle va ressortir après. Voilà. À la limite, après, même si en mettant les aiguillettes, si vous montez plus haut, vous montez plus haut. Là, les aiguillettes, elles sont contre la lignée. Normalement, on ne sait pas trop bien les jus, ouais, ça va être en face. Sur celui-là, il va falloir retirer la plaque armée qu'on mettra ensuite. Donc il y a la clavette à faire sauter. T'as quelque chose pour faire sauter? Bah tu prends le pommeau de l'épée et tu tapes dessus. Les clients sont tellement violents. C'est équipé dans la tente. Le truc il n'y a jamais terme. Ah, vous dégagez beaucoup de chaleur, hein, je trouve. C'est plus simple comme ça. Le doublet sort entièrement, sinon ça va essayer de nous baisser. Hop, si on passe à les impeccable, parce que vous commencez à faire le T'as une musette qui est différente des autres. Ouais, bah en fait on en a qui ont cassé et j'ai pas eu le temps d'en refaire, donc j'ai pris ce que j'avais en stock. Et cet hiver, de toute façon cet hiver je vais faire pour pouvoir mes complets parce que celui-là il commence à terminer. Alors là vous voyez que déjà au fur et à mesure il y a de moins en moins de parties de mon corps qui ne sont pas protégées par le métal. Là on va encore rajouter un petit peu de rigolo. Non, faut qu'il y ait l'extérieur. L'extérieur? Ouais, en fait il a plaqué. Bah, il l'a enlevé, donc s'il l'a enlevé, et après en fait tu dois forcer les élastiques. Enfin élastiques. Ah, elle est ajustée. Ouais, mais ça fait mal voir. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est touchant. Qu'est-ce qui. Attends. Faut la tirer, c'est ça? Non, non, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Et là, tu mets la clavette tout de suite. Il y a un centre à la clavette en montant. Bon, bah voilà, on fait comme ça.
Non, je ne peux pas m'habiller tout seul. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pour les gens qui étaient depuis dès le début. Je peux mettre mes jambes de la partie basse au sol, dès qu'on arrive sur l'armure et les bras, c'est foutu. Non, ah oui, d'accord. Donc là, il va gentiment me marquer. Non, bah, c'est bon, ça partira pas, c'est sensible. En inverse, comme ça, mettre les nœuds là à l'intérieur, et après on replie les cuirs. Ok. Ok, bon, on va faire. C'est une nouvelle technique. Enfin, c'est. On a vu ça sur les visants. Nicolas Baptiste a trouvé ça sur un lisant. T'as démonté les visants? Non, mais sur un lisant, en fait, tu vois le cuir replié. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que tu vois toutes les concentrations. Et bon, on les voit pas. Les bras. Ouais, c'est quand même en royal par rapport au bras Marek. Au niveau du poids, ça n'a rien à voir. Oui, après ça, je dis pas, mais... Et après, Alice, mon portable, il est dans ma bourse qui est sur le lit. Si tu peux le prendre, on va te le garder pour toi. Parce que je pense que tu vas appeler... Voilà, et maintenant je vais me coucher. À demain. On va juste mettre la ceinture du baudrier. Et il faut bien mettre on le mettra tout à l'heure, tu vois là déjà je commence. Donc en général pour arriver, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, là c'est une milanaise, c'est un peu le panzer de l'armure. Sur une allemande, vous avez juste la ceinture qu'on vient mettre à l'instant qui maintient pour éviter que l'armure ne s'ouvre. Donc sur une gothique, si vous sectionnez la ceinture, le mec il va avoir le plastron et la dossière qui ne sont plus solidaires, donc en fait ça fait une cloche quoi, ça s'ouvre. Il n'y a que les courroies qui sont hauts qui vont le maintenir. Bon, on va mettre les pétales dessus comme ça va bien. Par rapport à une armure de piéton, parce que comme je vous ai dit déjà c'est une armure de cavalier, et en plus si vous regardez, mon armure est asymétrique. Normalement je suis censé être cavalier, donc faire une charge à la lance. Donc en fait c'est pour ça qu'ici c'est ouvert, parce que je viens enquiller la lance en dessous, et j'y vais. L'autre côté est renforcé, puisque c'est justement l'endroit où possiblement je vais me prendre l'impact à la lance. Donc en fait la grosse plaque que vous voyez au-dessus, en dessous j'ai encore une épaisseur de métal. Donc au niveau de mon cœur, là actuellement j'ai 3 épaisseurs de métal, j'ai 3 mm d'acier trempé. Donc en gros pour arriver à atteindre mon cœur, il faut arriver à percer 3 mm d'acier trempé. À ce jour, aucune lance n'est parvenue à pénétrer une armure à ces endroits-là. Sachant que possiblement je peux aussi avoir une targe. Une targe c'est un petit bouclier qui est posé en plus par-dessus. Bon, les 3 quarts du temps quand vous êtes sur une armure de guerre, sur un champ de bataille, vous n'avez pas, cette fameuse targe, parce qu'en fait elle va plus vous gêner qu'autre chose. Voilà, alors maintenant je vais vous demander juste si moi je vais sortir. Allez, je reviens. Hop. Non, la discrétion on oublie. Complètement. C'est comme il existe des armures noires et tout le monde dit ouais c'est pour faire des attaques nocturnes. Le côté nocturne, ça marche pas. Et les armures noires c'est... Ceux qui participent à l'animation militaire. Ça veut dire qu'on va faire venir le public et on va les mettre dans la liste. Moi j'ai un casque. Ah, les feux d'artifice sont toujours pour le nez. Ah, le nez, c'était pareil. Ils sont vachement sensibles. Par contre, oui. Les gars, pour Valérie, elle est là-bas, là. Conseiller, on rentre pas dans la liste. Non. Nico a vu. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Impeccable. Donc pour la première fois cette année, l'abbaye nous a sollicité, nous, Confrérie Normande, qui est un collectif de 26 associations de toute la France, qui faisons du normand 11e siècle. Ça tombe bien cette année, 1067, consécration de l'abbaye par Guillaume le Conquérant. Vous allez pouvoir avoir une idée de ce que pouvait être un campement militaire de Normands du XIe siècle, de l'époque de Guillaume le Conquérant. À cette occasion,
avec les quelques effectifs qui sont ici présents, nous allons essayer de vous montrer un petit peu la particularité du soldat normand 11e, qui est à l'époque l'élite guerrière dans tout l'Occident. La preuve, on a gagné la bataille d'Hastings, et donc nous revenons vainqueurs de cette bataille. Merci. Donc mon camarade a amené son cheval et va vous montrer quelques petites techniques de combat de piéton contre un cavalier, le chevalier normand 11e siècle, tel qu'il pouvait être à l'époque, avec son hauberge de maille complète, son casque à nasal, sa lance, important car à l'époque la lance est primordiale dans le combat équestre, puisque Guillaume le Conquérant les fit charger à la lance couchée sur les rangs saxons pour la sécurité, de manière à ce qu'ils ne traversent pas. Parce que les chevaux peuvent dégager par là. Ou le cheval. Une petite équipe qui se présente à vous, en espérant que nous allons vous satisfaire et vous apprendre des choses. En tout cas, on a envie de le partager avec vous, parce que nous sommes des amateurs. Nous évoluons dans un système de loi 1901. Nous sommes des passionnés. Nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas tout, mais les connaissances que nous récupérons, nous essayons de les mettre en nature et de les... Merci à tous, bonjour. Donc je suis Osbern et c'est moi qui vais vous expliquer les différentes manœuvres que nous avons pu faire l'année dernière notamment sur le champ de bataille de Hastings. Tous les gens qui sont ici de la confrérie normande sont des gens qui font la reconstitution de la bataille de Hastings tous les ans depuis 17 ans maintenant. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un cavalier. Donc notre chevalier, c'est l'élite de l'armée normande, mais c'est aussi, comme disait mon camarade, l'élite de l'armée occidentale. Au XIe siècle, il n'a rien de meilleur que le cavalier normand. Mais un cavalier, ça ne va jamais seul. Un cavalier, tout seul, ne vaut rien. Un lettrier qui revient de l'entraînement et un archer normand. Il y a 3 types de combattants dans l'armée de Guillaume. Les plus légers au niveau équipement sont les archers. Ce ne sont pas les moins dangereux. Sur une armée d'environ 7000 hommes, Guillaume va amener 3000 archers. Ces 3000 archers vont faire la différence, parce que ce sont eux qui, in fine, vont finir par fatiguer les rangs des Saxons, les disperser et les rendre vulnérables aux charges de la cavalerie. Et tuer leur chef. Donc l'archer n'a pas besoin d'un casque, n'a pas besoin d'une épée, n'a pas besoin d'une cotte de maille, parce que son but n'est pas d'aller au combat directement, mais de tirer des volets de flèches. Les archers s'entraînent tous les jours. Ce ne sont pas des gens qui viennent là par hasard, ce sont des professionnels de la guerre. C'est pas parce qu'ils ont un équipement moins, je dirais, métallique, que ce ne sont pas des très bons soldats. Alors bien sûr, ils ont un couteau, parce que si on arrive au corps à corps, il faut pouvoir se défendre, mais ce n'est pas le but. Donc ils vont précéder les troupes, tirer sur les ennemis. Si les ennemis les chargent, ils vont se reculer, se remettre derrière la ligne d'infanterie. Regarde bien ici. Il va tirer. Ah oui. Quand même. Ouais, quand même. Pas besoin d'avoir une portée énorme. Encore, mais qui est plus cher. Mais c'est toujours le mauvais choix. S'ils mettent le bouclier face à vous, vous êtes très chaud. Et s'ils mettent le bouclier au-dessus, pas le bouclier, il vise juste à côté. Ou le copain derrière. Oui. Du coup, tu dis. Ouais. Regarde. Voilà. Le fantassin normand n'est pas forcément très bien équipé. Mais pour Hastings, on a pris les meilleurs. On a pris les plus équipés. Donc vous avez ici un fantassin qui a une cotte de maille. Une cotte de maille qui est rivetée. Il a des sous celui-là, mais une cotte de maille. Il y a la différence entre une cotte de maille rivetée et une cotte de maille ajoutée. Rivetée, c'est le top du top. Il a un casque, il a un grand bouclier. Le bouclier normand a cet avantage. Bouclier! Montrez un peu. Montrez. Montrez vos boucliers.
bouclier rond. Ce qui fait qu'en fait, un gars comme moi, il fait ça et il tape ici. Alors si c'est un bouclier rond, ça passe dessous. Si c'est un bouclier droit, ça passe pas. Vous voyez, donc le bouclier normand est fait pour protéger la jambe. Là, je fais rien. J'ai rien. Il protège la cuisse. Imaginez un rasoir qui fait 80 cm de long. Au siècle, l'épée est courte. On ne s'en sert pas de pointe. Elle n'est pas pointue. On s'en sert en taillant. Ah oui, d'accord. Donc on taille. Comme je vous l'ai dit, au niveau des genoux, Ça coupe. au niveau du cou. Si ça n'arrive pas sur le cou, ça arrive quand même sur une clavicule, ça fait pas de bien. On ne se bat qu'avec la lame. La lame, c'est ce qui coupe. Mais si on arrive au corps à corps, par exemple ici, je suis trop près pour me servir de ma lame, je vais me servir du reste. Ou ça dans les yeux, ou ça dans les côtes, ou carrément un coup avec le pommeau. Donc l'épée est une arme complète qui sert à taper ou à fendre. Comme les fantassins en face sont équipés légers, vous voyez que nous n'avons pas d'armure de plate. Quand vous allez passer dans les autres camps qui sont plus du 15e siècle, vous verrez des armures de plate. Nous n'avons pas besoin d'avoir des épées très pointues. Il n'a pas de cotte de maille, mais vous pouvez voir qu'il a un gambison, vêtement qui est rembourré, qui est rempli de crins de cheval, et donc qui va résister aux coupures. Un peu moins aux flèches, mais pour résister aux flèches, il a son bouclier. Pareil, son épée. L'évêque est un évêque combattant. Il n'est pas encore de cette école italienne qui voudrait que les évêques ou les pères abbés ne versent point de sang. Et il défend la Sainte Église comme il faut avec les moyens qu'il a. Et ces moyens sont l'épée notamment. Et on reconnaît que c'est notre chef parce qu'il a mis sur son casque les bandes de commandement. Un porte-drapeau, un porte-étendard extrêmement intéressant parce que nos adversaires sont à peu près équipés comme nous. C'est très compliqué. Au début, c'est propre. On est alignés chacun de son côté du champ, on s'insulte copieusement, ça va bien. Mais au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Donc quand on veut se rallier, on retrouve les gens qui sont avec nous grâce à l'étendard. Donc l'étendard est d'abord la marque d'un chef. Chaque chef a derrière lui un porteur d'étendard. Ils sont trop modernes. Ah non, non, c'est vraiment un truc, donc il a encore la bonne vieille grogne à plaque, comme les carologiens. Le même modèle qu'on avait 200 ans avant. Sergent, pour l'ensemble des soldats. Demi-tour. Non mais on va les faire reculer chez les Français. Descendez jusqu'à la lance qui est couchée. En avant, marche. 23. C'est parce que vous êtes un vieux soldat qu'il ne faut pas écouter les ordres. Les anciens, c'est incroyable. Les anciens, c'est incroyable. Moi, j'ai des explications. Quand est-ce que tu prends ta retraite? Jamais. Franck. Franck, tu sors des rangs. Notre chevalier s'entraîne tous les jours avec ses camarades. Et vous allez maintenant avoir une technique de combat d'un cavalier seul contre un fantassin seul. C'est beaucoup plus compliqué pour un fantassin seul d'arrêter un cavalier. Regarde. Voyez le choc? Voyez la vitesse? Voyez la patte? Ceux qui ont été à l'école, il y en a forcément parmi vous, ont appris une formule qui s'égale à énergie égale masse par vitesse au carré. Ça vous dit quelque chose? E égale MC2. Eh bien regardez, la masse du cheval, 400-500 kg, plus 100 kg de cavalier avec la cotte de maille, plus multiplié par la vitesse du cheval, on va dire 30 km/h, on n'est pas dur. Et tout ça arrive en énergie sur un endroit qui fait
quelques millimètres carrés, la pointe d'une lance. Ou le tranchant d'une épée. L'empereur de Byzance, qui n'avait pas ce genre de cavalerie, regarde les cavaliers normands et dit: ils sont capables de percer la muraille de Byzance au galop de leur cheval. Bien sûr, c'est une image, mais c'est pour montrer la puissance du choc. Donc aujourd'hui, vous avez un cavalier. Imaginez Guillaume Hastings, il en a 3000. Et les 3000 cavaliers, il va les lancer soit par vague, soit pour contourner l'adversaire. Sergent, fais serrer les hommes et en avant, tu les mets sur la même ligne que Franck. Et mets-toi là. Maintenant, un cavalier va attaquer un groupe de fantassins. Je me mets derrière parce que je suis prudent. Mur de bouclier, mur de bouclier. Parti. J'ai rien entendu moi. Première attaque. Attaque du côté main de l'épée. L'attaque la plus facile, mais aussi à ce moment-là, le cavalier risque d'être touché parce qu'il ouvre son bras, il ouvre son épée, donc effectivement pour lui c'est plus simple, mais là il peut être touché. Donc la deuxième attaque, pratiquée par les Normands, beaucoup plus percutante. Plus compliqué à réaliser, mais il attaque les fantassins côté protégé. Je leur propose de se protéger. Il y avait Gaëtan. Donc vous formez la ligne, en fait il faut former au moins une fois la ligne, comme ça tu repères qui c'est que tu as sur ta droite. Ouais. Et pareil pour la deuxième ligne, de façon que quand vous savez qui est devant vous, qui est derrière vous, comme ça, dès qu'il y en a une qui dit on forme la. Ça va être compliqué. Quand on forme les binômes de marche, en fait, il faut que la première ligne soit plus sur la ligne. Ça, il doit être derrière moi, ou à côté, ou devant. Devant ou derrière toi quand on va être. Non, c'est que genre. Loïc. Et les autres font la même chose. On fait une ligne dans le prolongement de la marche. Voilà. Nous, on se positionne et ils viennent tout de suite se mettre sur notre côté. En rang. Oui, vous restez là. J'ai pas envie de les grandes musiques et sérieuses. C'est quand il y a 4 ou 5 grands ou peut-être